Le gouvernement français demande l'immobilisation de toutes les Citroën C3 et DS3. Jusqu'ici étaient concernés uniquement les modèles conçus avant 2014. Le décès d'une jeune femme le 11 juin dernier dans un accident impliquant l'airbag Takata défectueux de sa Citroën C3 a changé la donne. Nous reviendrons dessus au début de ce journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité du mercredi 18 juin. La demande afflue dans les garages du concessionnaire Citroën après ces annonces. En France, 82 000 véhicules seraient concernés. Exemple ce mercredi dans une des plus grosses concessions du Finistère qui a dû s'adapter à cette forte hausse d'activité. Un reportage d'Adrien Paquier. Remplacer les airbags est devenu une opération quotidienne pour ce garage Citroën de Brest. Mais depuis ce matin, pour la deuxième concession du Nord-Ouest après Nantes a réalisé le plus gros volume de remplacement d'airbags Takata, la demande a fortement augmenté. On a eu à peu près 200 appels ce matin. L'idée, c'est qu'on soit réactif sur le sujet. Donc voilà, on essaye de traiter les demandes sous 4 à 5 jours. Sur la concession de Brest, en Citroën et DS confondus, on est à 1123 airbags de remplacer. Et à ce jour, en clients enregistrés qui reste à faire les airbags, on est à une centaine. Pour les automobilistes qui ont vu leur véhicule immobilisé suite à la demande du ministre des Transports, c'est désormais un véritable casse-tête. Le véhicule se retrouve bloqué, ou si je roule avec, il se décharge de toute responsabilité au cas où il y a un accident. Là, on va faire un petit état des lieux à la maison avec ma femme et on va voir comment on va se réorganiser par rapport au rendez-vous que j'ai eu 1er juillet. Pour pallier à la forte demande, la concession ouvre maintenant le samedi et a dû mettre en place des solutions pour dépanner ses clients. Alors avec les clients, au début, ça a été un petit peu compliqué parce que voilà, il a fallu leur expliquer un peu le process. Maintenant, là, on arrive à traiter ça relativement vite. Moi, j'ai ouvert du coup le samedi pour pouvoir pallier au volume et ça se passe plutôt très bien. Il faut savoir que Stellantis nous a mis à disposition des flottes de véhicules. On a des solutions de mobilité aussi. On va avoir des tickets de tram à la journée parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes, donc on n'a pas forcément autant de véhicules à mettre en face. Mais bon, la plupart du temps, ça se passe plutôt très bien. On essaye de faire attendre les clients sur place. Selon Stellantis, dans la zone nord de la France, 82 000 véhicules sont concernés par cette nouvelle décision d'immobilisation. Des zones d'ombre persistent aujourd'hui quant à ces immobilisations de véhicules et pour en parler avec nous, nous sommes avec Christophe Legvac, avocat à l'origine d'une action collective contre le groupe automobile Stellantis. Monsieur Legvac, il y a quelques mois, c'est la marque qui avait demandé l'immobilisation de ces véhicules. Aujourd'hui, c'est l'État. Qu'est-ce que ça change concrètement et surtout, est-ce qu'un non-respect de cette décision pourrait être verbalisable pour les automobilistes aujourd'hui ? Si jamais c'était verbalisable, je pense qu'on pourra facilement contester cette verbalisation. Il y a aussi un autre point qui paraît important, c'est aujourd'hui on nous parle des conditions climatiques qui seraient à l'origine du caractère dangereux de ces airbags. Est-ce que selon vous, ça fait de la Bretagne une région moins à risque aujourd'hui ? On sait qu'un airbag a une espérance de vie limitée et simplement les constructeurs oublient de vous le dire parce que ça les obligerait à changer les airbags au bout de 10 ans. Pour comprendre, il faut savoir que dans l'airbag, vous avez un déclencheur qui s'appelle l'ammonitrate. Le nitrate d'ammonium, c'est un explosif très puissant qui a explosé notamment dans l'usine d'AZF à Toulouse en 2001. Et donc, avec le temps, le principe actif de ce nitrate d'ammonium va se désagréger, notamment au contact de l'humidité et de l'eau, et sa capacité explosive va être décuplée. Lorsque vous aviez au départ une puissance de 1, avec le temps, vous allez avoir une puissance de 10. Et donc, au lieu de produire simplement du gaz qui remplit l'airbag, vous allez avoir quelque chose qui va déchirer, voire détruire complètement l'habitacle et propulser des bouts de métal ou des bouts de plastique qui vont vous trépaner, vous tuer ou vous blesser. D'accord, donc cette question climatique n'a pas de sens. L'histoire des climats, c'est un non-sens. C'est simplement une façon de tronçonner dans le rappel des véhicules, d'organiser le rappel. Aux États-Unis, de la Floride à l'Alaska, ils ont rappelé tous les véhicules concernés, ce qui représentait à l'époque 100 millions de véhicules, et ça c'était en 2014. Donc vous voyez, même si vous étiez avec un climat froid comme l'Alaska, vous auriez quand même dû changer vos véhicules, vos airbags.
7 membres du collectif des victimes de Joël Le Squarnec reçus ce mercredi au ministère de la Santé. Ces échanges avec le ministre Yannick Neuder avaient notamment pour objectif de comprendre les demandes des victimes et de voir quelles actions pourraient à l'avenir être entreprises. Les victimes dénoncent notamment les défaillances d'un système qui a permis à l'ancien chirurgien de sévir impunément pendant 30 ans et réclament des mesures concrètes. À la sortie de cette rencontre, les victimes se sont dites satisfaites des échanges et des mesures annoncées, avec parmi elles la prise en charge des victimes, comme l'explique Manon Lemoine. On est sur des victimes qui n'ont strictement pas été prises en charge à l'annonce des faits, mais pendant le procès et après le procès. L'ensemble de la prise en charge a été faite sur nos propres ressources quand on pouvait se le permettre. Aujourd'hui, ils ont pris la mesure de l'abandon qui a été le nôtre et ils ont pris acte de mettre des mesures en place dès maintenant, avant l'été, pour que chaque victime puisse travailler cette étape de reconstruction pleinement. 7 Rennais sont rentrés hier soir de la marche mondiale pour Gaza en Égypte. Près de 3000 participants et 50 pays s'étaient rendus au Caire pour réclamer l'ouverture d'un corridor humanitaire à Rafah, point d'entrée de l'enclave palestinienne. Une initiative stoppée par les autorités égyptiennes qui ont procédé à des arrestations et des expulsions de militants. Jérôme Blanchot et Gilles Petitjean racontent au micro de TVRN. On a décidé d'y aller en taxi pour essayer d'être le plus discret possible. Malheureusement, l'ensemble des taxis contenant des internationaux a été arrêté au premier checkpoint à 16 km environ du Caire. Et là, les taxis ont été vidés, les passeports confisqués. Cette marche n'est pas un échec, en tout cas on ne la ressent pas comme cela, tout simplement parce qu'elle a permis de rassembler 4000 citoyens du monde, venant de 50 pays, ou voire même plus. Et nul doute que quelque part, à un moment ou à un autre, cette dynamique permettra de rebondir sur d'autres actions permettant de soutenir les Palestiniens. L'utilisation des titres restaurants en supermarché pérennisée et prolongée au mois de janvier par le Parlement jusqu'à fin 2026. L'utilisation de ces titres restaurants sera maintenue au-delà de cette date. Véronique Louwagie a en effet annoncé la pérennisation au 1er janvier 2027 de l'utilisation des titres restaurants en supermarché pour les produits non directement consommables. Et puis mobil-home moderne, parc aquatique et animation en tout genre, le camping tout confort séduit de plus en plus de vacanciers. Face à ces gérants de l'hôtellerie plein air, les petits campings, eux, peinent à rester attractifs. Certains ont même dû mettre la clé sous la porte. Reportage de France-Marie Notmas. Les toiles d'araignée ont désormais investi les lieux. Après presque 60 ans d'existence, le camping municipal de Bubry ferme ses portes. Pour rester ouvert, il devait réaliser d'importants travaux de mise aux normes sur l'assainissement et l'accessibilité, coût total estimé 10 000 €. On est en recette aux alentours de 800 à 1 000 € par an. Donc du coup, en termes de rentabilité, c'est un camping qui n'est pas du tout rentable. Donc ça ne veut pas dire qu'il est condamné, mais on le met sur pause. Bubry est loin d'être un cas isolé. Au début des années 90, on recensait environ 300 campings municipaux en Bretagne. En 2025, ils ne sont plus qu'une centaine. Le phénomène touche également les petits campings privés. Comme ce sont souvent des établissements qui sont restés un petit peu avec le profil d'origine, c'est-à-dire beaucoup d'emplacements en temps de caravane, très peu de mobil-homes et de chalets, souvent pas de piscine. Donc la clientèle ne s'y retrouve plus et préfère s'orienter vers des établissements qui proposent justement tous ces services et tous ces équipements. Solution préconisée par l'organisation, prendre le credo du slow tourisme en proposant des séjours 100% nature. C'est le cas ici, dans ce camping costa-armoricain. C'est charmant, c'est calme, relaxant et très nature. En 2024, Eva et Jordan prennent la gérance de cet ancien camping municipal. Ici, pas de mobil-home, mais des caravanes vintage. Après une première saison, le camping a rouvert ses portes le 1er mai dernier. J'ouvre la barrière à 9h et à midi, la moitié du camping était rempli, les barbecues allumés, les campeurs à l'apéritif. Et c'était beaucoup d'habitués. Certains sont même à ne pas vouloir trop ébruiter le fait qu'on existe pour que ça reste un petit écrin préservé. Un écrin plus vraiment confidentiel. L'an dernier, près de 11 000 nuitées ont été comptabilisées. Fort de son succès, le camping prolongera la saison jusqu'au 15 octobre.
C'est l'un des bâtiments emblématiques de la ville de Brest, la prison de Pontagnoux. À l'abandon depuis plus de 30 ans, cette ancienne prison militaire construite en 1810 fascine toujours autant, mais rares sont ceux à avoir déjà franchi ses murs. Alors l'association Pontagnoux pour s'évader propose tout l'été des visites du bâtiment avant le début de sa réhabilitation. Mais attention, les places partent vite. Un reportage d'Enora Lenôtre. Un certain nombre de résistants ont été enfermés à la prison de Pontagnoux. Il y en a notamment 60 qui ont disparu. 17 personnes assistent ce matin à la visite de la prison de Pontagnoux. Des Brestois curieux pour la plupart qui ont sauté sur l'occasion de découvrir ce lieu emblématique de la ville. Parce que la prison, quand on passait devant, ça rendait toujours curieux un peu, quoi. C'était vraiment l'occasion, avant qu'elle ne disparaisse. Car bientôt, la prison de Pontagnoux va être totalement transformée. Le bâtiment a été racheté par le groupe La Route des Pingouins pour devenir un ensemble de lieux d'hébergement, de commerce et de restauration. Alors, l'association Pontagnoux pour s'évader propose des visites pour découvrir la prison une dernière fois avant le début des travaux en octobre. En 2 jours, tous les créneaux affichent déjà complets, une preuve de l'attachement des Brestois pour le lieu. Et il y a peut-être cette frustration en fait de jamais pouvoir voir l'intérieur d'un bâtiment qu'on côtoie tous les jours. Et là, on ouvre enfin les portes et c'est bon, on peut montrer aux Brestois qu'est-ce qu'il y avait ici en fait. Le bâtiment en entier avec la vie des prisonniers juste ici, juste à côté de chez eux en fait. Face au succès des visites, l'association va ouvrir de nouveaux créneaux cet été. Des places seront remises en ligne dimanche 22 juin dans la soirée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Thé dans l'actu. D'ici là, portez-vous bien et belle soirée à vous.